Écoutez, bonjour à tous. Merci de vous être rendu dispo et d'assister à la présentation. Donc, je me présente, je m'appelle Robin. Je fais partie du cabinet de recrutement Urban Linker. On est donc un cabinet de recrutement spécialisé tech et digital. On intervient principalement dans l'écosystème de Paris. Et aujourd'hui, la présentation va se porter sur globalement un petit peu les tendances du marché aujourd'hui sur la tech Paris et même un peu en région en 2020, et de porter également sur comment se passe un petit peu le recrutement aujourd'hui, notamment dans l'univers des startups et plus largement aussi des entreprises, on va dire, un peu plus globales, mais notre cœur de cible étant principalement les startups. On va principalement se concentrer sur ce type d'acteurs-là. Donc du coup, la présentation aujourd'hui, c'est voilà, en gros comment être recruté aujourd'hui par les meilleures startups, ou en tout cas les startups les plus intéressantes, celles qui sont en vogue un petit peu sur le marché. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc du coup, voilà, quatre grosses parties pour la présentation. Donc un rappel sur Urban Linker, qui on est. Dans un deuxième temps, on abordera le marché du recrutement global, notamment dans le digital. Troisième partie qui portera également sur aujourd'hui comment vous mettre en valeur sur ce marché, notamment auprès de ce type d'acteurs-là, et connaître un petit peu les tips qui vont pouvoir vous permettre de faire la différence. Et le quatrième point qui sera donc du coup le process de recrutement aujourd'hui dans la tech, et j'aborderai également aussi avec vous comment nous on intervient sur les process aussi en tant que consultant en recrutement, chasseur de tête, pour optimiser aussi le recrutement en startup, puisque vous allez le voir, voilà, aujourd'hui il y a certains acteurs qui ont du mal à recruter parce que les process justement ne sont pas forcément adaptés au marché, et ça c'est un gros point clé aussi aujourd'hui pour vous à connaître. Donc voilà. Donc du coup, premier point, Urban Linker, qui sommes-nous? Donc comme je vous le disais, nous on est un cabinet de recrutement spécialisé tech et digital. On est un des plus anciens cabinets sur Paris qui s'est monté dans ce domaine-là, puisqu'on a aujourd'hui 11 ans d'existence. On s'est monté en février 2009 pour être exact. C'est à peu près la date à laquelle on a démarré l'activité, et on s'est principalement axé en termes de cible client sur des startups dans l'écosystème de Paris. Pour vous citer quelques références avec lesquelles on a pu travailler, on a commencé l'activité avec Zenly, on a fait Molotov, Blablacar, Deezer ou encore Le Bon Coin, à l'époque où bien évidemment c'était des jeunes startups qui démarraient, qui venaient tout juste de lever des fonds et qui n'avaient pas encore forcément la visibilité et la marque employeur qu'on leur connaît aujourd'hui pour voilà, recruter, on va dire, peut-être des profils par eux-mêmes comme ils peuvent le faire à l'heure actuelle. Donc voilà. En termes de spécialisation de service, on est principalement basé sur de l'internalisation en CDI chez le client final. On se distingue du coup d'autres acteurs comme par exemple les ESN qui proposent des consultants en mission pour quelques mois chez des clients ou des grands acteurs. La plupart du temps, c'est surtout auprès des grands groupes. Mais nous, voilà, on s'est principalement axé CDI chez le client final et notamment dans les startups. Donc ça, c'est un petit peu notre cœur de métier aujourd'hui. En termes de data, donc l'année dernière, on était sur une moyenne à peu près de 600 recrutements. Faut savoir, voilà, qu'Urban Linker, on est un cabinet un peu, on est vraiment spécialisé tech à la base, mais on a aussi d'autres branches, notamment dans la santé, le BTP et aujourd'hui dans la finance. Donc du coup, voilà, au total, on compte 600 recrutements globaux chez Urban Linker, mais sur la Tech Paris, voilà, enfin, on distingue la tech et les autres recrutements, mais pour un total à peu près de 600. Donc voilà, c'est notre moyenne, on va dire, actuelle sur le marché. En termes de staff, on est aujourd'hui 60 consultants répartis entre Paris et Lyon, puisqu'on a une antenne à Lyon qui est composée à peu près d'une dizaine de consultants aussi, qui intervient sur l'ensemble de la France, c'est-à-dire les consultants sont spécialisés par région, donc vous en avez qui s'occupent de la Bretagne, d'autres du Nord, d'autres du Sud, d'autres de la région Rhône-Alpes, d'autres vraiment du Sud-Ouest, etc. Donc on intervient aujourd'hui sur tout le scope national sur la tech, et voilà, on est reconnu aujourd'hui comme un des leaders en termes de cabinet de recrutement spécialisé sur le digital, de par notre historique, de par notre longévité, et surtout de par le rayonnement qu'on a, puisqu'aujourd'hui on travaille avec pas mal d'acteurs, on a travaillé avec pas mal d'acteurs par le passé également, donc du coup voilà, on rayonne plutôt bien aujourd'hui sur le marché de la tech. Donc comme je vous le disais, les principales cibles avec lesquelles on travaille, ça va être donc les startups, les pure players et
à très, on va dire, moindre échelle, les grands comptes qu'on fait de temps en temps, mais là encore, c'est bien spécifique en fonction à chaque fois des demandes de la part des clients. Donc voilà. Donc rapidement, voilà quelques références aujourd'hui avec lesquelles on bosse. Donc on a Cheers, on a Zenly, on a Se Loger. Enfin voilà, c'est principalement de la startup comme je vous le disais, mais voilà, comme vous le voyez, il y a aussi M6, donc du grand groupe, voilà, entre guillemets, Deezer également. Enfin voilà. La deuxième partie, le marché du recrutement digital en 2020, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, c'est ce sur quoi on va se pencher maintenant. Du coup, avec dans un premier temps un rapide détail des technologies qui sont, on va dire, les plus demandées aujourd'hui sur la tech. Bon, globalement, je vous apprends rien, mais chacun a sa spécialisation et aujourd'hui, il est bon, on va dire, entre guillemets, d'être développeur, peu importe la technologie, mais on constate quand même, de par nos remontées terrain et notre remontée marché, que il y a quand même pas mal de technos qui émergent, principalement sectorisés, c'est-à-dire qu'en fonction des secteurs d'activité, vous allez avoir des langages plus que d'autres. Je donne un exemple, par exemple, dans l'e-commerce, c'est souvent le PHP, en tout cas PHP Symfony qui revient le plus. Et à l'inverse, sur d'autres secteurs, on a du Python, du Node.js, etc. pour d'autres types de problématiques, d'autres types de projets. Donc aujourd'hui, les technologies web les plus demandées, donc comme je vous le disais, donc on a PHP, notamment avec l'utilisation du framework Symfony, notamment dans tout ce qui est e-commerce. Donc voilà, c'est la techno qui est le plus utilisée aujourd'hui dans ce type de secteur. Le JavaScript front et back, donc sur la partie back-end Node.js et sur la partie front Vue, React ou Angular, ça aujourd'hui, c'est vraiment en fonction des projets et des clients. Il n'y a pas forcément une grosse tendance qui émerge, même si Vue et React se sont quand même plutôt bien démocratisés et Angular remonte bien aujourd'hui. Voilà, parce que pendant un temps, c'est vrai qu'il était un petit peu délaissé, mais là aujourd'hui, React et Vue, voilà, on va dire, occupent une grosse place sur le marché. Et sur la partie back-end, donc Node.js, qui est plutôt souvent utilisé dans le domaine de la blockchain ou pour d'autres projets. Pourquoi? Parce que c'est des langages qui sont simples, entre guillemets, à utiliser, qui permettent de faire beaucoup de choses, à l'inverse de langages un peu plus lourds qui seraient vraiment spécialisés pour d'autres projets. Donc du coup, aujourd'hui, le JS, c'est vraiment, que ce soit front et back, c'est vraiment ce qui est le plus on va dire, la tendance la plus générale sur le marché en termes de techno. Ruby, alors Ruby, bon, c'est un peu particulier parce que Ruby, c'est une communauté assez fermée, donc du coup, voilà, vous avez de moins en moins de développeurs. Ça reste un langage qui est quand même utilisé par certains clients pour des projets. Donc ça, c'est vraiment après en fonction des choix techniques que font les boîtes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le Ruby, ça se fait de plus en plus rare. C'est une communauté très spécialisée. Donc, ce sera toujours bon d'être développeur Ruby demain si vous en avez l'envie. Mais il faut savoir que il y a beaucoup moins d'offres en Ruby, par exemple, qu'en PHP ou qu'en Node.js, quoi. Il faut le savoir. Python qui revient bien et qui, on va dire un langage assez classique, je pense, vous connaissez, qui est principalement utilisé dans le domaine de la data. Voilà, pas mal de logique algorithmique dans le langage, donc du coup, voilà, souvent utilisé dans les projets pour tout ce qui est big data, pour tout ce qui est application remontée avec voilà, beaucoup de bases de données, ce genre de choses. C'est à peu près dans ces secteurs-là qu'il est le plus utilisé. Et puis après, sur la partie mobile, bon, bah voilà, que ce soit sur iPhone ou Samsung, Android, iOS. Donc voilà, aujourd'hui, les tendances, c'est Java native, Kotlin pour la partie Android et Swift sur la partie iOS. Donc du coup, la nouvelle version qui a été Objective-C. Donc voilà. Ça, c'est les technos aujourd'hui que nous, on constate en tant que consultants, les plus, on va dire, les plus pertinentes et les plus, on va dire, demandées de la part des clients sur les stacks sur lesquels on intervient. Les métiers en vogue, donc même si aujourd'hui la présentation se porte sur principalement vous, Aeronac, en tant que développeur web, comme vous le savez sûrement, le marché de la tech et du digital est assez, on va dire, varié et large. Donc aujourd'hui, au-delà du développeur web, on a plein de métiers dans le secteur du digital qui se développent, qui sont, on va dire, de plus en plus demandés aussi, puisque avec l'arrivée du digital, des nouvelles problématiques qui ont émergé aussi, notamment sur tout ce qui est site internet. Hein, voilà, au-delà du fait de concevoir le site et de le développer, il y a aussi toute une mise en place de consommation et de parcours consommateur, etc. Comment on se dirige sur le site, vraiment un accompagnement du consommateur sur les sites internet. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a par exemple tout ce qui est émergence des métiers
comme les UX, les UI designers, qui sont, on va dire, aussi très demandés, toujours en lien avec les développeurs, mais on a affaire à de plus en plus d'émergence de ce type de métier-là. Le product owner aussi qui intervient vraiment plus sur la partie produit, mais qui conserve quand même voilà, un scope assez tech. Pourquoi? Parce que la plupart des PO, des fois, sont des anciens développeurs et s'orientent vers des choses un peu plus fonctionnelles en fin de carrière et qui sont surtout principalement axés produits, donc du coup, produits, mais avec la vision technique. Donc, c'est un petit peu la spécificité de ce métier-là. Et puis après, au-delà, au sens un peu plus large, tout ce qui est là, du coup, pour le développement web, bonne pratique, le DevOps. Donc, du coup, voilà, pour ceux qui en ont une idée partielle, c'est vraiment, on va dire, aujourd'hui, les bonnes pratiques qui sont mises en place. Donc, tout ce qui va être intégration et déploiement continu, notamment, pour, par exemple, automatiser la mise en prod du code, etc. Tout ce type de bonnes pratiques. Donc, les métiers DevOps aujourd'hui sont assez demandés aussi. Et puis en plus, on utilise pas mal de nouvelles technos qui ont été développées depuis quelques années sur cette partie-là. Donc là aussi, il y a des choses intéressantes à aller découvrir avec ce type de métier-là. Et le dernier point, c'est le big data, donc tout ce qui va être data scientist, data engineer. Donc là également, je pense que je vous apprends rien, mais voilà, dans une logique où le marché s'oriente de plus en plus vers de la data. Donc, c'est assez logique de voir ce type de métier-là qui émerge. Donc, c'est tous ceux qui vont voilà, traiter, analyser, optimiser la data. Donc, data scientist, engineer, il y a des petites différences, mais globalement, on reste dans l'analyse et la maîtrise des données. Robin, juste, Oui, pe- juste petite précision, on a bien les trois cohortes ici, hein. Donc là, les élèves, ils font soit partie de web dev, soit partie de data, soit partie du X. ok, bah super. Voilà. Donc, sachez en tout cas qu'aujourd'hui, le marché de la tech est vaste pour vous offrir pas mal d'offres, que vous soyez dans le big data, dans le développement web ou plus sur la partie créa. Donc, voilà, il y en a pour tout le monde aujourd'hui sur le marché. Hop, éteins ça alors. Bon, alors là, rapidement, on fait un petit point sur. Je vous mets simplement parce que je ne vais pas réexpliquer, mais nous, Urban Linker, en tant que cabinet de référence, comme je vous le disais au début de la présentation, on publie tous les ans une étude de salaire qui est relayée par pas mal d'acteurs de l'écosystème en termes de médias. Donc, on passe souvent, on est relayé par Presse Citron, par exemple, par Madines, par Les Échos, même par Le Monde, sur l'étude de salaire qu'on publie donc sur les métiers tech en région parisienne et en province, qui est directement indexé sur les salaires auxquels on place les candidats chaque année. Donc, c'est vraiment des salaires remontés terrain, directement voilà, en lien avec, comme je vous le disais, avec les recrutements qu'on fait. Donc là, c'est les dernières données optimisées pour l'étude de salaire 2020. Donc, en général, on sectorise par technologie et par niveau d'expérience. Donc, du coup, je vous laisse rapidement apprécier les slides pour ceux qui se sentent concernés par chaque technologie, pour que vous ayez un petit peu une vision de, du type de salaire auquel vous pourrez prétendre une fois que vous serez, on va dire, lâché sur le marché et prêt à être recruté. Donc voilà, mais globalement, aujourd'hui, pour l'ensemble des technos, il y a pas mal de tendances qui reviennent quand même pour les juniors. Ça va être on va dire, entre 35 et 38K pour les meilleurs. Quand on arrive à plus de 2-3 ans d'expérience, là, on commence à être sur du 45. Voilà, et quand on arrive à 3 ans et plus, là, on peut aller chercher des choses au-delà de 50 et par la suite, voilà, on s'oriente et plus on prend de responsabilités, plus on prend en salaire aussi. Donc voilà, c'est un petit peu l'évolution naturelle des choses sur le marché aujourd'hui. Je vous remets rapidement les slides. Hop, donc iOS Android sur la partie mobile, là, PHP Ruby rapidement. Hop. Alors du coup, pour enchaîner sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le type de boîte dans lequel vous allez être recruté plus tard. Donc, il faut savoir aujourd'hui que les startups constituent, on va dire, sur le marché de la tech et du digital, voilà, des acteurs, on va dire, assez conséquents, puisque voilà, c'est des nouveaux projets qui se développent et pour chaque nouveau projet, on a à chaque fois des nouvelles stacks techniques qui sont mises en place, des nouvelles technos qui sont utilisées. Donc là, l'idée, c'est de simplement de faire un petit tour de aujourd'hui quel est un petit peu l'ADN des startups,
le type de boîte dans lequel vous allez être potentiellement pouvoir être recruté par la suite. Donc aujourd'hui, la startup, bon, alors il faut savoir que la startup, c'est un mot qui, on va dire aujourd'hui, qui ressemble un peu à un fourre-tout. En tout cas, moi, de ce que je constate, c'est-à-dire que d'un client à l'autre, voilà, on se dit startup, mais on a tous à peu près une idée de ce à quoi ça ressemble, mais tout le monde se dit startup. Je vous donne un exemple. J'ai des clients qui sont 10 dans la boîte, se disent startup, et j'en ai d'autres qui sont 150 dans la boîte et qui se disent startup. Donc, je pense, en tout cas personnellement, qu'au-delà du nombre aujourd'hui dans la boîte, ce qui définit avant tout la startup, c'est un état d'esprit et bien évidemment aussi une dynamique et on va dire quand même une certaine organisation, une certaine culture en fait. Je parlerai peut-être plutôt de culture startup plutôt que de startup à proprement parler, puisque comme je vous le dis aujourd'hui, c'est une espèce de fourre-tout. Donc du coup, ce qu'on entend aujourd'hui nous par startup chez Urban Linker, ça va être donc du coup une organisation où dans un premier temps, l'autonomie va être forte, comme vous pouvez l'imaginer, puisque bon, quand vous êtes 10 dans une boîte et que vous arrivez tout fraîchement recruté, forcément, vous n'allez peut-être pas avoir la même charge ou les mêmes responsabilités de travail que si vous étiez 150, forcément. Donc, on est en tout cas sur une organisation qui demande peut-être un petit peu plus d'autonomie qu'une boîte qui est un petit peu plus staffée, qui serait peut-être un petit peu plus stable en termes voilà, d'organisation. Donc voilà, autonomie, c'est une des principales choses, on va dire. La force de proposition, donc la proactivité, ce qu'on appelle, c'est vraiment aussi ce qui revient de la part des clients en général quand on nous demande enfin, quand on fait des recrutements dans ce type de boîte-là, c'est-à-dire que vous êtes dans une startup, le projet n'est pas forcément encore finalisé, il y a encore plein de choses à développer, c'est en construction. C'est pour ça qu'on aime les startups, c'est qu'il y a encore pas mal de choses à faire, à construire. Donc, en tout cas, une des qualités et une des choses qui définit aussi la startup, c'est le fait de pouvoir vraiment apporter directement sa valeur ajoutée au projet via une idée, via voilà, une proposition que vous faites ou via une analyse que vous avez sur le travail. En tout cas, c'est ce qui aujourd'hui, voilà, c'est une organisation qui permet encore de laisser de la place aux personnes qui souhaitent en tout cas être force de proposition. La responsabilité, bien évidemment, vous êtes un peu polyvalent quand vous êtes en startup, c'est-à-dire que vous êtes sur un environnement qui bouge sans cesse, où il faut s'adapter tout le temps. Donc, vous n'êtes pas vraiment affilié à une tâche en particulier. Certes, si vous êtes engagé en tant que développeur web, vous serez voilà, principalement axé sur du dev, mais en tout cas, vous pourrez aussi intervenir sur potentiellement d'autres sujets qui seront aussi peut-être tous aussi intéressants. Mais il faut retenir que dans l'idée, voilà, il y a aussi d'autres choses à faire en plus de son job quand on est en startup à moindre échelle, bien évidemment. L'idée, c'est pas de se surcharger de travail, mais en tout cas d'avoir conscience que on vous demandera peut-être des fois des choses qui sont pas forcément dans votre scope, mais pour lesquelles vous serez potentiellement aussi curieux. Donc c'est aussi ça l'intérêt, c'est de pouvoir toucher un peu à tout. L'engagement, donc quand on met beaucoup de travail, faut bien évidemment être assez prudent sur ce qu'on entend par beaucoup de travail, mais bien évidemment quand vous êtes dans une boîte qui est encore à construire et où il y a encore pas mal de choses à faire. Hop, alors, je vous demande 2 petites secondes. Hop. Où il y a encore pas mal de choses à faire, forcément, la charge de travail peut être un petit peu plus conséquente et les horaires de travail sont, on va dire, un petit peu plus flexibles que dans une organisation classique. Donc, il faut s'attendre parfois à avoir des horaires un petit peu, on va dire, voilà, chargés. Mais encore une fois, si vous êtes dans une organisation où vous pouvez vous adapter, donc voilà, par la suite, il peut y avoir d'autres moyens pour rattraper ça, mais effectivement, il y a quand même une charge de travail qui est assez conséquente en startup, il faut se l'avouer. Une ascension dans le sens où l'avantage des startups aujourd'hui comparé à si vous arrivez dans une PME ou un grand groupe demain où les choses sont bien établies, là en fait, ce qui est bien dans la startup, c'est que comme c'est une organisation qui est en mouvement, vous avez potentiellement la place de prendre voilà, des postes à responsabilité à moyen court terme, on va dire, dans la mesure où si voilà, on vous dit écoute, tu te débrouilles très bien chez nous, ça se passe bien, d'ici un an ou deux, tu peux passer par exemple sur la partie dev, tu peux passer lead. Voilà, moi j'ai pas mal de clients qui ont, on va dire, des perspectives d'évolution sur les postes à très court moyen terme. C'est aussi l'avantage des startups, c'est-à-dire que quand ça commence à marcher et que ça commence à grandir, il faut faire évoluer les gens assez rapidement. Donc il faut aussi avoir conscience que si vous souhaitez évoluer et avoir peut-être davantage de responsabilités et que vous avez un peu ce type de profil-là, si vous souhaitez par la suite être manager ou avoir voilà, des responsabilités sur de l'encadrement technique
quand vous aurez, voilà, on va dire une certaine expérience. Bien évidemment, les startups, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des postes à responsabilité que si vous allez à la Société Générale ou si vous allez dans une grande banque ou un grand groupe où là, vous avez déjà une organisation hiérarchique qui sont mises en place. Donc, forcément, c'est beaucoup plus dur d'aller chercher des postes à responsabilité. La startup offre quand même une mobilité en interne assez rapide, donc c'est aussi un des avantages. Et le dernier point, c'est bon, bah, le challenge, hein, bien évidemment. La startup, c'est une aventure, donc on ne sait pas où ça mène, on ne sait pas où en sera le projet demain. Ça peut se casser la figure, entre guillemets, dans une semaine, ça peut exploser d'ici un an. C'est un petit peu ça, on va dire, le défi, le challenge qui vous attend. Donc voilà, en tout cas, il y a des choses à faire et souvent, on va dire, les candidats qui se positionnent pour les startups sont souvent des candidats à la recherche de challenge. Voilà, toujours dans l'idée de découvrir des choses, d'aller prendre un petit peu plus d'informations, d'évoluer. Donc ça fait aussi partie de l'ADN de ces boîtes. Hop. Donc, vous, aujourd'hui, en tant que futur développeur, en tant que futur candidat prêt à être recruté sur le marché, quels vont être, on va dire, entre guillemets, les conseils pour mettre en avant vos, comment, vos compétences, vos qualités? Est-ce que, simplement, avant que je démarre cette partie-là, qui va être une grosse partie, est-ce qu'il y a peut-être des questions déjà de la part de certains qui veulent rebondir par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Non? Bon, bah écoutez. Ça marche, c'est noté. On passe du coup, comme je vous le disais, à la partie où on va essayer de comprendre aujourd'hui un petit peu, ce qui va être, on va dire, intéressant pour vous de comprendre pour vous mettre en valeur par la suite. Heu, donc du coup, dans un premier temps, forcément, on est à l'ère du digital, on est à l'ère des réseaux sociaux, donc heu, la réputation, on va dire l'image aujourd'hui, qu'on a sur internet pour ceux qui ont des réseaux sociaux, c'est, bah, bien évidemment de gérer, son image. C'est-à-dire, voilà, si, vous avez, on va dire, voilà des photos ou ce genre de choses et que vous souhaitez, entre guillemets, «que ça reste dans le cadre privé» ou que, vous ne souhaitez pas que les gens le voient, et bah, écoutez, n'hésitez pas à modifier les paramètres de confidentialité, sur vos pages, puisque faut savoir aujourd'hui que, certains recruteurs, en tout cas, sont très sensibles à la réputation que vous pouvez avoir sur ce type de réseau. Donc, il est très probable qu'un recruteur, vous googolise, avant de vous recevoir en entretien. Heu, alors, il vous le dira peut-être pas forcément ou en tout cas, il vous mettra pas en avant, ce qu'il a appris de vous, mais forcément, Google aujourd'hui est un outil tellement puissant qui permet d'aller chercher tellement d'informations, que du coup, il y a de grandes chances, voilà, que vous passiez un petit peu, par cette étape-là, par un recruteur auparavant, mais que ce soit sur vos réseaux sociaux ou même simplement, par exemple, pour ceux qui sont dans le développement web, un compte GitHub, ou ce genre de choses. Voilà, aujourd'hui, il y a pas mal de choses à aller chercher, on va dire, sur le net pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous avant même de pouvoir vous rencontrer en entretien. Hop. Alors, je vois qu'il y a une question. Pourrait-on avoir la grille de salaire pour les UX UI designers? Ouais. Morgane, est-ce que tu as l'étude de salaire ou il faudra que je la redonne à la fin? Non, bien sûr, je l'ai. Elle est sur votre page Notion, l'étude de salaire. Camille, je vous la redonnerai à la Super, fin. Mais cool. tout est téléchargé, c'est bien l'étude d'Urban Linker. Merci beaucoup. Et de toute façon, si jamais il y a quoi que ce soit sur l'étude de salaire, vous pouvez vous rendre directement sur le site d'Urban Linker pour retrouver l'étude de salaire. Vous verrez, et, pour ceux qui veulent aussi, il y aura également des offres d'emploi. Donc, enfin voilà, vous pouvez aller checker ça à la fin de la réunion. Donc voilà, donc encore une fois, gardez en tête que aujourd'hui les recruteurs googlisent, aujourd'hui les recruteurs vont être attentifs à ce que vous faites sur les réseaux sociaux ou à l'image en tout cas que vous dégagez, et que ça peut être, on va dire, un argument, en tout cas quelque chose qui peut pencher en votre faveur ou en votre défaveur pour de prochains recrutements, de prochains entretiens. Donc gardez en tête que voilà, il faut peut-être en dire le moins possible ou il faut protéger ces réseaux si vous souhaitez, en tout cas, si vous souhaitez pas qu'on n'apprenne pas grand-chose sur vous avant les entretiens. Hop, une nouvelle question. Pour le data analyst aussi, c'est possible. Oui, il n'y a pas de souci. Et tous les métiers tech et digitaux sont, on va dire, répertoriés sur l'étude de salaire. Donc, il y en a pour tout le monde. Hop. Alors, aujourd'hui, un des principes
beau canaux d'acquisition quand on est recruteur pour des candidats, c'est LinkedIn. Moi je vous le dis, en tant que consultant en recrutement, c'est un outil que j'utilise la plupart du temps qui est assez puissant. Euh, et du coup, là, l'idée, c'est de faire le point par rapport à ce qu'on attend de vous, en tout cas vraiment optimiser son LinkedIn. Donc, je pense que vous avez déjà tous eu un peu des cours sur ça ou, comment voilà, se mettre en avant, etc. Donc l'idée, c'est pas de refaire non plus un super gros focus sur ça, mais de rappeler des choses simples, on va dire. Donc sur votre profil, pour que ce soit clair, voilà, encore une fois, le LinkedIn, quand on est recruteur, c'est une des premières choses qu'on va regarder pour un candidat. Donc plus c'est clair, plus c'est bien présenté, plus c'est détaillé, plus c'est bien expliqué, plus c'est optimisé, forcément, ça donne tout de suite une bonne image et on se dit, bon, bah voilà, si le candidat est à l'image de LinkedIn, ça peut être intéressant pour nous. Donc, gardez en tête que LinkedIn aujourd'hui, c'est un peu votre CV ou en tout cas votre carte d'identité, vous en tant que candidat, sur le net, sur la partie digitale et que bien évidemment, là, pour le coup, tout à l'heure, je vous disais que les recruteurs googlisent parfois. Là, il y aura 100% de chances que le recruteur passe sur votre LinkedIn avant de vous recevoir en entretien. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à optimiser sur tous les points qui vont être du coup décrits. Donc, le titre, dans un premier temps, comme vous voyez, en dessous de votre nom et prénom, de bien indiquer votre spécialité. Donc, si vous êtes développeur, si vous êtes data analyst, si vous êtes UX UI, de bien mettre l'intitulé de votre métier, en tout cas du métier dans lequel vous intervenez. Si vous êtes développeur, n'hésitez pas à préciser si vous êtes back, si vous êtes front, si vous êtes full stack, de même mettre entre parenthèses la technologie que vous utilisez. Encore une fois, c'est toujours mieux de donner un maximum de détails pour le recruteur et c'est toujours plus clair. Donc voilà, descriptif de l'expérience, des technologies. Idéalement, si vous avez envie de bosser à l'international, un profil en anglais, pourquoi pas, c'est toujours un plus, encore une fois. Si vous avez envie de rester sur le marché français, un simple compte en français on va dire, fera l'affaire. Mais voilà, en tout cas, pour ceux qui ont une envie de travailler à l'international ou qui aimeraient à terme pouvoir bouger sur d'autres pays, effectivement, le compte en anglais, pourquoi pas. Ne pas hésiter à mettre des mots-clés, donc comme je vous le disais, des intitulés de poste bien précis, des technologies bien précises, des compétences bien précises. Encore une fois, ça optimise le référencement sur LinkedIn et ça peut mettre en avant votre profil dans la recherche LinkedIn quand le, le recruteur tape par exemple des technologies ou des mots-clés pour faire des recherches pour des recrutements. Encore une fois, un profil optimisé, c'est un profil mieux référencé, donc une meilleure visibilité pour vous aussi. Ne pas hésiter à rejoindre des groupes aussi sur votre secteur d'activité, sur votre métier. Encore une fois, ça permet de faciliter les échanges, ça permet de vous faire des contacts, d'avoir des informations sur par exemple des meet-ups, des réunions, ce genre de choses où vous pouvez aller serrer des mains, où vous pouvez aller encore une fois vous présenter, déposer des CV. Voilà, encore une fois, tout est bon aujourd'hui pour favoriser le réseau. Il faut savoir que la tech, c'est voilà, un secteur qui fonctionne beaucoup par le réseau. Euh, Est-ce que quand on arrive dans une boîte en général, des fois, vous pouvez avoir un recruteur qui vous demande est-ce que vous n'avez pas un contact, un ami, une connaissance qui est aussi à l'écoute d'opportunités. Enfin voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup par le réseau, notamment sur la tech. Donc, tout ce qui peut permettre de favoriser encore une fois les échanges, le réseau, vous encourage fort en tout cas à poursuivre dans cette voie. Et bien évidemment, le dernier point, c'est les recommandations. Donc, quand vous passez dans une expérience, dans un stage, n'hésitez pas à demander soit une recommandation sur LinkedIn, une lettre de recommandation, ou à demander, par exemple, à votre tuteur si il est OK pour être, par exemple, recommandé pour faire une prise de référence. Enfin voilà, ce genre, encore une fois, de petites choses qui permet de vous mettre en avant et de rassurer les recruteurs aussi qui ont affaire à vous. Donc, encore une fois, pour compléter LinkedIn, tout ce qui peut être lien vers, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, un compte GitHub, votre site internet si vous avez un site perso, vos projets, que ce soit des projets d'école, des projets perso, encore une fois, tout ce qui vous rend plus visible et notamment qui donne plus d'éléments techniques, j'entends, que vous soyez même développeur ou même UX UI, il y a des books ou ce genre de choses. Voilà, ne pas hésiter à mettre en avant ces projets et le détail même des projets sur les technos que vous avez bossé, sur lesquels vous avez bossé pour les projets, ce genre de choses, pour encore une fois être le plus précis possible. Ne pas hésiter à bien mettre aussi ce que vous
ce pourquoi vous êtes là, entre guillemets. Si vous êtes à l'écoute d'opportunités ou pas, c'est toujours, encore une fois, mieux pour le recruteur quand le profil est renseigné, quand on a, par exemple, une idée de ce que vous faites actuellement ou du projet dans lequel, la dynamique dans laquelle vous êtes actuellement, si vous êtes en recherche, si vous n'êtes pas en recherche, si vous êtes en recherche, vous recherchez quoi? Un stage, une alternance, un CDI, un CDD. Enfin voilà, c'est toujours bien de préciser les choses. Et le dernier point, c'est ne pas omettre de cocher la case à l'écoute du marché, parce que du coup, les recruteurs aujourd'hui passent notamment par ce qu'on appelle LinkedIn recruteur. Donc ça, c'est, on va dire, une modalité de LinkedIn qui est bien spécifique et qui justement permet de voir les candidats qui sont à l'écoute ou pas sur le marché, à la différence d'un compte LinkedIn classique quand vous n'avez pas recruteur. Donc, ne pas hésiter, ou en tout cas, ou ne pas oublier de cocher cette case qui renseigne et qui est bien pratique. Hop. Donc les pièges, bon bah classique, hein, mais c'est à peu près les mêmes conseils que sur un CV. Donc ne pas mettre une photo qui donnerait une mauvaise image de vous sur vos dernières vacances ou ce genre de choses. Ou en soirée, on essaie d'avoir une photo assez soft, voilà, où vous êtes souriant, agréable, ou en tout cas au premier abord, on a envie de faire votre connaissance. Mentionner l'émission, ça après, ça dépend de chacun. Chacun a son point de vue. Moi, en général, je recommande quand même de les détailler parce que encore une fois, ça donne toujours plus de visibilité sur ce que vous avez pu faire. D'autres personnes vous conseilleront de pas forcément les mettre. Ça, c'est vraiment à votre appréciation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ce niveau-là, quoi. Adopter un langage enfin voilà, adopter un langage qui n'est pas professionnel, bon ça ça paraît évident. Mentir ou cacher les expériences, ça aussi attention. Si vous avez des trous dans votre CV, préparez-vous en tout cas à bien justifier pourquoi vous avez des trous. Encore une fois, c'est pas la même chose si vous avez un trou de 6 mois et que vous êtes parti faire un tour du monde que si vous avez pris 6 mois de vacances sans rien faire. Ça donnera pas forcément la même image. Donc voilà, ne pas hésiter à être le plus transparent possible. Auquel cas, si vous avez pris 6 mois de vacances, si vous êtes en mesure de justifier, de prouver par exemple que vous avez, durant ces 6 mois, travaillé sur des projets perso, que vous êtes resté actif, que vous avez continué votre veille, que vous avez participé à des conférences, à des meet-up, à ce genre de choses, voilà, encore une fois, c'est toujours plus qualitatif que de dire je suis resté dans mon canapé à regarder la télé en attendant de trouver un job. Donc, bien penser à pouvoir justifier ces expériences et à surtout pas mentir ou les cacher. Dans tous les cas, si le recruteur a checké votre CV et votre profil, il le saura et il vous challengera justement là-dessus pour voir un petit peu les réponses que vous pourriez faire. Hop. Et du coup, bien cibler aussi également les contacts que vous pouvez ajouter sur LinkedIn. Voilà, si vous êtes dans le digital, dans la tech ou dans le développement web, ça sert à rien d'aller ajouter, je sais pas, un menuisier ou en tout cas quelque chose qui n'aurait rien à voir, un secteur qui ne serait pas forcément en lien avec vous. Donc, encore une fois, privilégier, je ne sais pas moi, les gens dans la tech, donc potentiels chargés de recrutement dans des boîtes, des CEO, des collègues aussi, d'autres développeurs, etc. Mais cibler par secteur, en tout cas, les contacts que vous pourriez mettre. Hop. Alors, là, on fait un petit focus sur Twitter parce qu'aujourd'hui, c'est un outil qui est souvent utilisé dans la tech pour faire de la veille ou pour échanger. Alors, je vois qu'on a... Hop. Alors, il y a quelqu'un qui dit si justement on n'a aucune expérience dans la tech, comme dans le cas de reconversion pro. Alors, c'est quoi la question exactement là? C'est moi qui ai posé les questions, Teddy. Ok, bonjour Teddy, dis-moi. Je remontais juste sur le fait d'éviter, enfin pas d'éviter, mais si possible, de ne pas mentionner des expériences professionnelles qui n'ont rien à voir avec la tech, dans la mesure où on cherche quelque chose dans la tech. Mais si justement on n'a pas d'expérience dans la tech, qu'est-ce Alors, qu'on peut bien mettre Alors, non, mais alors, si par exemple, tu as effectué une reconversion, etc., et qu'avant, tu avais un tout autre métier, pour le coup, je conseille pas de le cacher au contraire, il faut pas hésiter parfois à le mettre en avant, puisque bon, bah, déjà, dans un premier temps, ça montre que tu as quand même travaillé dans ta vie. Donc, c'est toujours un bon indicateur. Et puis, ça peut toujours être plus qualitatif dans l'explication de ta démarche, c'est-à-dire, voilà, avant, j'étais dans tel secteur, j'ai souhaité me reconvertir pour telle et telle raison. Enfin, voilà, encore une fois, c'est pas parce que tu as fait
quelque chose avant qui n'avait rien à voir avec la tech que ça va forcément être nuisible à ton parcours. Mais non, si jamais tu n'as aucune expérience avant ça, il n'y a pas vraiment de souci, entre guillemets, si tu es en reconversion. Bon, bah voilà, tu présentes simplement la chose comme je suis en reconversion professionnelle, j'ai fait tel stage, telle chose, tel truc pour acquérir des compétences. Donc là, à ce niveau-là, il y a pas grand-chose à faire, si ce n'est expliquer un petit peu pourquoi tu as voulu changer, quoi, surtout. D'accord, merci. Je t'en prie. Donc du coup, pour en revenir à notre sujet, donc Twitter aujourd'hui qui est utilisé dans les best practices, on va dire, d'échange et notamment de veille. J'ai pas mal de candidats que je rencontre au quotidien, moi, qui me disent qu'ils utilisent Twitter pour suivre des personnes qui sont influentes dans le milieu de la tech ou du digital, qui proposent des choses, qui relaient des articles ou des choses qui justement permettent de partager l'information. Donc voilà, si vous avez un compte Twitter, ne pas hésiter aussi à le développer et à s'en servir pour, encore une fois, participer à des échanges, suivre des personnes qui seront, on va dire, intéressantes pour vous et qui vous permettront d'apprendre des choses. Encore une fois, donc voilà, si c'est un compte Twitter pour, on va dire, une utilisation plus personnelle, attention quand même, on ne sait jamais, mais si vous en avez en tout cas une utilisation aussi également professionnelle, bon bah voilà, ne pas hésiter, comme vous c'est marqué sur la présentation, donc suivre des personnes influentes, personnaliser votre contenu, voilà, mettre des hashtags pertinents et personnaliser votre approche si jamais voilà, vous êtes amené à échanger avec quelqu'un. Donc après, chacun fait un petit peu comme il veut avec Twitter, mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a pas mal de choses qui se passent dessus quand même et que ça reste un bon moyen aujourd'hui pour aller chercher de l'information et pour effectuer une veille, on va dire, plutôt qualitative sur les dernières infos du marché. Hop, bon, les pièges, hein, on va passer assez rapidement, mais enfin voilà, donc comme d'habitude, bâcler un petit peu les choses, ne pas personnaliser les messages, voilà, attention à ce genre de pièges, mais bon, je pense que tout le monde ici a une connaissance assez poussée de Twitter pour ceux qui l'ont, donc je pense que les pièges, vous les connaissez un petit peu déjà. Donc aujourd'hui, quand vous êtes amené à postuler pour un job, voilà, encore une fois, sur ce marché bien spécifique de la tech et digital, comment faire un petit peu la différence? Quels sont les points sur lesquels un petit peu appuyer? Bon, c'est les conseils qu'on a déjà sûrement dû vous donner au cours de votre parcours scolaire ou même professionnel, mais voilà, encore une fois, c'est des choses qui s'appliquent également au marché de la tech. Donc, dans un premier temps, c'est adapter sa démarche. Donc ça, c'est, on va dire, la base. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un secteur en particulier, bon, bah, si vous avez en tout cas la motivation ou si vous pouvez adapter, personnaliser votre CV sur le domaine dans lequel vous avez envie euh, de bosser, c'est toujours mieux. Voilà, comme c'est marqué, si vous avez envie de bosser chez Ubisoft, bah, écoutez, faites un CV sous forme de jeu vidéo. Encore une fois, c'est toujours plus cohérent. Mettre encore une fois en valeur ses réalisations et ses projets. Voilà, aujourd'hui, les projets perso, c'est quelque chose qui compte quand même dans les entretiens. On préférera toujours un candidat qui est peut-être, on va dire, un peu moins bon techniquement, mais qui fait des projets perso, qui montre qu'il a envie d'apprendre, qui montre que voilà, il a soif de connaissances, entre guillemets, plutôt quelqu'un qui voilà, a un niveau plutôt correct, mais qui ne montrerait pas forcément une curiosité, une passion ou voilà, des choses en dehors du cadre professionnel. Les projets aujourd'hui, les projets perso sont vraiment valorisés en tout cas, ou ont une influence plutôt positive dans la décision des recruteurs et dans l'image que vous pouvez encore une fois dégager quand vous êtes en entretien. Donc ça passe par Pinterest pour les créas, ça passe par GitHub et Stack Overflow pour les techs et les devs. Enfin voilà, aujourd'hui tout ce qui permet de mettre en avant vos projets est toujours bon à prendre en tout cas. Participer à des events, networker, donc encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport au réseau. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Vous avez régulièrement des événements sur la partie tech, sur la partie créa, pour aller participer, par exemple, à la conférence JavaScript, pour participer voilà, aux nouvelles technologies qui sont mises en place pour le marché. Enfin, vous avez voilà, France Digital, ce genre de choses. Enfin, plein d'événements aujourd'hui qui vous permettent, même des salons de l'emploi dans la tech, etc. Donc, plein de choses pour vous diversifier, pour aller, encore une fois, vous faire des contacts, aller serrer des mains, dire bonjour, vous présenter, déposer des CV. Voilà. Ces events, nous, on l'utilise beaucoup en tant que consultant pour déjà faire du sourcing sur les candidats, pour discuter un peu avec des potentiels candidats et aussi parfois pour aller chercher des clients sur les salons. Donc voilà, en tout cas, ça reste
on va dire, quelque chose d'assez intéressant puisque vous avez un contact humain direct là, donc toujours plus intéressant de discuter avec des personnes en face, notamment pour de la recherche d'emploi. S'inscrire aux newsletters pertinentes, donc encore une fois pour avoir des informations, les dernières infos sur ce qui se passe un peu sur le marché. Évidemment, c'est toujours mieux si vous êtes bien renseigné sur comment évolue le secteur dans lequel vous êtes amené à bosser et privilégier toujours un email de motivation plutôt qu'une grande lettre de motivation comme on vous l'a sûrement appris par le passé. Donc voilà, un mail simple, court, concis et bien rédigé, toujours plus efficace qu'une grande lettre, on va dire, de plusieurs pages bien détaillée qui serait un petit peu trop longue. Donc aujourd'hui, pour effectuer votre recherche, vous avez encore une fois, différents canaux qui sont mis à disposition, notamment les job boards, donc tout ce qui va être Monster, APEC, Remix Job, voilà, French Web, Welcome to the Jungle aussi, qui est vraiment axé startup pour le coup. Vous avez LinkedIn aujourd'hui qui voilà, passe par différentes choses pour mettre en avant les recherches d'emploi. Donc ça peut être sur par exemple les profils LinkedIn des chargés de recrutement ou des CEO de certaines boîtes qui marquent We Hiring. Donc en gros, typiquement, on recrute. Donc là aujourd'hui, c'est de plus en plus développé, mais vous avez également des offres d'emploi assez classiques qui sont référencées dans la partie recherche d'emploi sur LinkedIn. Donc vous avez un panel assez large pour aller chercher des jobs. Vous vous rendrez compte que dans la tech, l'avantage, c'est que la plupart du temps, les jobs, en tout cas, peuvent venir à vous. C'est aussi un petit peu ça la spécificité de ce marché-là. Et puis, c'est pas forcément marqué dans la présentation, mais ça coule de source. Vous avez également aussi tout ce qui est donc cabinet de recrutement qui sont en mesure de vous proposer des jobs et des opportunités dans quelques domaines que ce soit. Mais pour la tech en particulier, vous avez pas mal d'acteurs aujourd'hui qui sont, on va dire, développés sur le marché pour vous aider aussi à ce niveau-là. Quatrième point, donc comme je vous le disais, un point qui est assez important, nous aujourd'hui, en tant que chasseurs de tête ou consultants en recrutement, un point essentiel qu'on aborde tout le temps avec nos clients, c'est le process de recrutement, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, si vous êtes amené à évoluer dans l'univers startup, vous verrez que les process de recrutement sont parfois une bonne image ou pas de la boîte. Déjà, hein, quand on est un candidat, la première chose, la première image qu'on peut avoir d'une boîte, c'est son process de recrutement. Donc, mon conseil, c'est si demain vous êtes amené à postuler dans une boîte, le process que vous effectuerez en dira déjà long sur l'état d'esprit, sur les valeurs, sur la mentalité de la boîte. Donc, soyez attentifs à ça. C'est pas pareil de faire un recrutement, on va dire entre guillemets, ça n'a pas la même image si voilà, vous arrivez dans un process que les choses sont carrées, c'est rapide, ça va vite, c'est efficace, plutôt qu'un process qui traîne où vous avez une semaine entre chaque temps de réponse. Enfin, vous voyez, encore une fois, c'est une image, c'est la première image qu'on voit en tant que candidat, donc c'est important et c'est un petit peu le discours que j'ai auprès des clients, c'est de leur dire que un process qui est optimisé, qui est simple, qui est efficace, c'est toujours plus facile pour capter un candidat qu'un process à rallonge qui prend trop de temps. Donc, nous, parmi les différents profils qu'on a en process ou qu'on rencontre sur le marché, on a établi, alors voilà, sous forme un peu humoristique, trois grands types de développeurs. Donc, on a dans un premier temps les gardiens, donc c'est tout ce qui va être développeur, mais qui sont plutôt dans tout ce qui est maintenance et TMA, dans le sens où voilà, aujourd'hui, vous avez parfois des stacks techniques où il y a de la dette. Il y a une dette technique, il y a du legacy, il y a de la maintenance, de la TMA. Donc ça, c'est les gardiens, plutôt ceux qui vont faire, on va dire, qui vont maintenir l'existant, qui ne vont pas forcément chercher à développer de nouvelles choses, mais qui vont, on va dire, entre guillemets, être dans la maintenance plutôt que dans le développement, on va dire, un petit peu plus voilà, from scratch des choses. Donc ça, c'est la première catégorie. Deuxième, les bâtisseurs. Donc là, encore une fois, là, c'est profil un petit peu plus, on va dire, proactif dans le sens où vous avez voilà, un développeur qui est à la différence de quelqu'un qui serait OK pour faire que de l'existant et de la maintenance. Les bâtisseurs ont les catégories un petit peu plus comme ceux qui ont l'envie de développer et qui, on va dire, voilà, sont beaucoup plus autonomes dans le développement pour aller développer des nouvelles fonctionnalités, pour aller mettre en place des nouvelles formes de process, ce genre de choses dans les projets. Les bâtisseurs, c'est un petit peu comme ça qu'on les surnomme, puisque du coup, voilà,
pour le coup, ils n'ont vraiment pas peur d'aller bâtir des choses et d'aller mettre en place des nouvelles choses, justement. Donc, voilà, ça fait aussi partie des candidats qu'on rencontre. Et les kamikazes, alors ceux-là, c'est vraiment ceux qui voilà, aiment les projets un petit peu early, dans le sens où ils arrivent dans la boîte où le projet n'est même pas encore fini d'être construit. Il y a 2 personnes et c'est typiquement le gars qui met tout en place. Voilà, c'est souvent des CTO, des lead devs, ce genre de personnes qui sont capables de prendre en charge tout un petit peu la mise en place de la stack technique dans la boîte. Donc, les kamikazes, voilà, c'est, on va dire, aujourd'hui les profils un petit peu les plus complets sur le marché. Donc, la première des choses quand vous arrivez en process, c'est de savoir à peu près dans quelle catégorie vous vous situez pour, encore une fois, avoir le meilleur des discours et vous présenter de la meilleure des façons aux recruteurs. La deuxième chose, quand vous arrivez dans un process et qui va être encore une fois plus qualitatif pour le recruteur, c'est de se poser, on va dire entre guillemets, des questions qui seront en rapport avec l'opportunité en question, dans la mesure où une des premières questions que nous on pose souvent et qu'on demande aux candidats, c'est aujourd'hui, tu es dans une recherche d'emploi, mais tu es dans dans quelle dynamique? C'est-à-dire, est-ce que tu cherches à progresser sur une techno en particulier ou sur une partie en particulier? Voilà, ça peut être un développeur front qui est sur Angular, qui a envie de passer sur React, ou ça peut être un développeur back qui a envie de devenir full stack. Donc ça, c'est des choses à se poser en entretien. C'est avant de passer l'entretien même, c'est qu'est-ce que pour une opportunité, qu'est-ce que vous avez envie? Bon, en général, quand on est en sortie d'école, la première chose qu'on a envie d'avoir, c'est des compétences, c'est d'acquérir des nouvelles compétences. Donc, en ce qui vous concerne, la question se pose, on va dire, assez naturellement et facilement. Mais quand vous serez amené à évoluer au cours de votre carrière, il faudra se poser des questions à chaque fois pour des nouvelles opportunités sur qu'est-ce que vous venez chercher ici? Est-ce que vous venez chercher un nouvel environnement technique, des nouvelles technos, à progresser sur, participer à des nouvelles formes de process, ce genre de choses? Est-ce que vous venez sur des projets qui sont déjà existants? Est-ce que vous avez envie d'un projet vraiment from scratch qui part de zéro? Est-ce que vous avez envie, voilà, de simplement faire, comme on le disait tout à l'heure, peut-être un peu plus de maintenance ou de simplement reprendre de l'existant? Ou est-ce que vous voulez repartir de A à Z? Enfin, encore une fois, c'est toujours, on va dire, bien de se poser ces questions ou pas. En général, petite, grande équipe, ça c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Là, pour le coup, c'est vraiment une question de sensibilité. Il faut savoir que bien évidemment, dans les petites équipes, vous avez une proximité qui fait que l'échange est beaucoup plus facile, la communication est beaucoup plus facile. Si vous avez une difficulté, vous n'avez pas besoin d'attendre, on va dire, plusieurs heures, voire quelques jours pour avoir peut-être un retour sur une question. À la différence d'une grande équipe, voilà, où vous êtes 50, vous connaissez pas tout le monde. Quand vous avez envie d'avoir une demande, la personne n'est pas forcément dispo. Voilà, encore une fois, les petites équipes, c'est ce qu'on retrouve dans l'univers startup. Et en général, c'est pour ceux qui, encore une fois, aiment le contact et aiment les choses où ça va vite, où c'est rapide, etc., pour justement faciliter les échanges. Avec mentor ou sans, bon, là, la question, je pense que pour vous, en tout cas, en tant que fraîchement sorti d'école, je pense que le plus pertinent, ce serait quand même d'avoir un mentor. Faut savoir que c'est un indicateur aussi sur le marché aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on rencontre un candidat qui nous dit j'ai fait 2 ans d'Angular tout seul dans mon équipe, j'étais le seul développeur front, j'avais pas de référent. Ça n'a pas forcément la même connotation que quelqu'un qui nous dit j'ai 2 ans d'Angular, mais j'avais un lead au-dessus de moi. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un référent technique au-dessus de soi, ça suppose que la personne a eu le temps de vous accompagner, elle a eu le temps de faire des code reviews avec vous, elle a eu le temps de faire des peer programming, elle a eu le temps de vous faire monter en compétences tout simplement. Donc, encore une fois, si demain vous êtes amené à avoir un choix entre un environnement où il y a un référent technique et une expérience, ou en tout cas une boîte où il n'y a pas forcément de référent, mon conseil, en tout cas, en tant que sortie d'école, c'est de prendre peut-être la chose où il y a des référents techniques, si l'opportunité vous plaît, bien évidemment, mais privilégiez toujours, en tout cas, pour votre début de carrière, des expériences avec des référents techniques au-dessus de vous. Ce sera toujours beaucoup plus qualitatif et vous apprendrez beaucoup plus vite que d'apprendre de votre côté en autonomie, si vous êtes, par exemple, le seul développeur de la team. Beaucoup plus pertinent. Et le dernier point, bon, c'est la question un petit peu qu'on se pose tous le matin, mais qu'est-ce qui fait qu'on se lève? Donc, encore une fois, la question à se poser, c'est qu'est-ce que vous aimez simplement dans une expérience? Est-ce que ça va être voilà, le challenge? Est-ce que ça va être d'avoir des bonnes conditions de travail? Est-ce que ça va être le projet en lui-même?
l'important, c'est de savoir pourquoi vous levez le matin, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce que vous avez envie d'aller chercher à la fin de la journée. Est-ce que, voilà, encore une fois, c'est de parvenir à l'objectif de terminer tel projet? Est-ce que c'est d'aller découvrir de nouvelles choses, une curiosité, vraiment, pour le coup, c'est une question un peu fondamentale. Mais encore une fois, c'est une question qui revient assez classiquement dans des process de recrutement. Euh, la question aussi à se poser quand vous arrivez à un certain degré d'expérience et qui vous sera aussi souvent posée lors des process de recrutement, c'est la fameuse question: où est-ce que vous voyez ou comment vous voyez évoluer d'ici à 3-5 ans? Ça, c'est une question assez classique. Dans l'idéal, c'est bien d'avoir déjà une réponse qui est préparée, même si vous êtes, on va dire, sorti d'école ou fraîchement diplômé. C'est pas pour ça que c'est pas pertinent de vous poser la question sur votre évolution de carrière à dire à court moyen terme, d'autant plus que dans la tech, ça va plutôt vite. C'est-à-dire que pour avoir des responsabilités, il n'y a pas forcément besoin d'attendre 10 ans. Encore une fois, à partir de 3 ans d'expérience, vous pouvez commencer déjà à envisager d'avoir des postes à responsabilité. Donc, ça peut se manifester sous différentes formes de jobs. Aujourd'hui, dans la tech, il y en a voilà, il y a 4 grands schémas, on va dire, en tout cas 4 grands types de jobs. Donc, ça va être dans un premier temps tout ce qui va être gestion de projet. Donc là, clairement, c'est soit chef de projet technique, soit chef de projet technico-fonctionnel. Donc, ça dépend vraiment des boîtes, mais globalement, la chefferie de projet, ce sera pour les personnes qui se destinent pas forcément à être dans le code toute leur vie. C'est-à-dire que quand vous passez chef de projet à terme, il y a beaucoup moins de technique, sauf si vous êtes sur vraiment du chef de projet technique où il faudra parfois, on va dire, mettre un petit peu les mains dans le code. Mais globalement, la chefferie de projet se dirige plutôt vers des métiers un peu fonctionnels, détachés un peu de la technique. À l'inverse, du coup, du lead développeur, où là, pareil, c'est encore une possibilité d'évolution pour vous. Aujourd'hui, le lead développeur, qu'est-ce qu'il définit? C'est globalement 80% de code pour 20% de management. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui est au plus près des devs de l'équipe. C'est vraiment le N+1, le plus proche de vous. Vous le verrez aussi dans les différentes expériences sur lesquelles vous serez amené, euh, que vous aurez par la suite, entre guillemets. Mais voilà, le lead dev aujourd'hui, c'est vraiment le profil, en tout cas le poste typique d'encadrement technique où la personne continue à coder, continue à participer au projet tout en manageant les développeurs de la team et en les drivant. Est-ce que vous vous orientez sur des postes de vraiment purs techniciens? Donc là, c'est des compétences assez spéciales, mais tout ce qui va être architecture, que ce soit des architectures IT ou même des architectures logicielles, voilà, vous pouvez vous destiner aussi à une expertise un peu plus poussée dans tel ou tel domaine. Ça, encore une fois, ce sera à votre appréciation. Mais voilà, on constate aussi des fois des gens qui s'orientent vers des postes de purs techniciens vraiment spécialisés dans des choses assez poussées. Par exemple, ça peut être architecte cloud sur de la WS, sur de l'Azure, sur de l'OVH, etc. Enfin, c'est assez varié à ce niveau-là, mais ça peut être une piste aussi pour vous d'évolution. Et on va dire le stade le plus élevé à terme, ça va être du coup d'être, on va dire, CTO d'un projet, d'une équipe. Hein. Globalement, c'est, on va dire, aujourd'hui un des postes les plus hauts, on va dire, en termes de responsabilité dans une boîte, dans la tech, hein, j'entends bien évidemment. Voilà, le CTO qui drive un petit peu l'ensemble de l'équipe. Alors, pour certaines boîtes, encore une fois, ça dépendra. Vous avez des postes de CTO où vous aurez à faire un petit peu de code, d'autres postes où vous n'aurez pas du tout de code à faire. Ça dépendra vraiment du contexte de la boîte, encore une fois. Mais à terme, c'est l'évolution assez naturelle d'un développeur qui, voilà, au bout de 10-15 ans d'expérience, peut-être même un peu moins, s'oriente sur des postes de CTO. Pour certains, même déjà au bout de 7-8 ans d'expérience, ils peuvent envisager déjà ce type de poste. Donc, encore une fois, vous voyez, c'est vraiment à court moyen terme l'évolution dans ces secteurs-là. Un petit point rapidement sur le CV, mais encore une fois, c'est les mêmes conseils qu'on a dû vous donner au cours de vos formations ou de vos expériences précédentes. C'est toujours un petit peu la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire être le plus précis possible, avoir un CV bien ordonné, où là, vous voyez par exemple, ça c'est l'exemple typique du bon CV, dans le sens où voilà, c'est bien réparti, c'est peut-être pas forcément visuellement le plus poussé ou le plus créatif, mais il a au moins l'avantage d'être efficace. C'est bien segmenté, c'est bien clair, on a une idée du domaine dans lequel on est, les expériences, les formations, les dates, les compétences, les langues parlées, les centres d'intérêt à surtout pas oublier. Ça m'est déjà arrivé, moi, à titre, on va dire, perso, une petite anecdote, d'envoyer par exemple un candidat en process, mais du coup, où le client est peut-être pas forcément, on va dire, à la vue du CV, super emballé, mais décide quand même de le rencontrer parce qu'il voit qu'il fait, je sais plus, je crois que c'était
quelque chose en lien avec le jeu vidéo. Il voit le candidat bosse, en tout cas joue au même jeu vidéo que lui, décide de le rencontrer, ça se passe super bien, l'échange, voilà, beaucoup de points communs entre eux. Et au final, on aboutit à un recrutement. Donc voilà, encore une fois, ne négligez pas les centres d'intérêt. C'est toujours, enfin voilà, ça peut vraiment faire la différence à certains moments pour certains recruteurs. Donc globalement, voilà, un CV clair, lisible, encore une fois, avec des liens vers les projets perso, c'est toujours mieux. Et du coup, surtout, un détail précis des technos, de l'intitulé de poste que vous visez et de vos formations. C'est vraiment ce qui se fait, on va dire, le plus classiquement et ce qui vous mettra encore une fois le plus en avant sur cette partie. Juste une petite question, s'il vous plaît. Oui, Normalement, dites-moi. par rapport au CV précédent, normalement, j'ai remarqué que le gars, il a un diplôme d'ingénieur et un master sur la même année. Alors, Normalement, ça se fait qu'il a obtenu le master gratuitement parce qu'il a fait un master recherche, quelque chose comme ça. Est-ce que vous le prenez en considération, non? la question, clairement, c'est quoi? Non. Par exemple, dans le CV que tu viens de présenter, vous avez Ouais, présenté, normalement, j'ai remarqué que le candidat, il a un diplôme d'ingénieur. ouais, Et dans la même année, il a un master. Donc, ouais. ça inclut qu'il a obtenu le master avec son diplôme d'ingénieur. Donc, normalement, c'est le même diplôme. C'est juste la différence, c'est juste une matière ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous prenez en Ouais, considération? alors ça dépend de la formation. Des fois, il y a des formations qui proposent justement, notamment dans les écoles d'ingé, qui proposent un double cursus, c'est-à-dire que vous pouvez faire un double diplôme en même temps. Donc, c'est sûrement, à mon avis, à ce niveau-là que ça a dû se faire, mais c'est pas un parcours assez atypique, mais ça existe en tout cas. Non, Donc, ça existe. J'ai fait aussi, mais par contre, moi, je ne mentionne pas, par exemple, le master parce que c'est la même chose. C'est juste le master si quelqu'un il a envie de faire une thèse ou quelque chose comme ça. bah là, en l'occurrence, pour le CV, je pense que ça s'applique simplement juste à quelqu'un qui a fait un parcours, un double diplôme en école d'ingé et qui s'est orienté à la fois sur un diplôme d'ingé et sur un master en logiciel, quoi. Merci. Je vous en prie. Hop. Donc du coup, voilà pour la partie CV. Donc encore une fois, si vous faites une école d'ingé ou que vous êtes peut-être amené à faire d'autres formations par la suite, il est possible d'avoir aussi également un double diplôme. Hop. J'ai posé la question parce que moi, j'ai fait une école d'ingénieur ici en France et j'ai eu Ouais. le master sans rien faire. Donc, j'ai eu un diplôme d'ingénieur politique de Nancy et j'ai eu le master de l'université de Nancy. C'est juste parce que j'ai fait un module. C'est pour ça que j'ai posé la question. Ok. Sans grand-chose. Non, non, mais pas de souci, très clair en tout cas. Du coup, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur aujourd'hui, un petit peu qu'est-ce qui différencie les startups des grands comptes, bah, principalement, ça va être au niveau du recrutement, ça va être la taille des process. Aujourd'hui, pour résumer, on va dire assez synthétiquement, en général, les process des startups sont courts, sont rapides et durent en général maximum 2 semaines, à la différence des grands comptes où parfois vous avez des délais assez, on va dire, conséquents entre un premier entretien et un deuxième entretien, ou entre un retour auprès des candidats, etc. Donc, encore une fois, nous, en tant que consultants en recrutement, notre rôle aussi, au-delà du fait de pouvoir rencontrer des candidats et de les présenter aux clients, c'est aussi cette dimension conseil qu'on apporte sur la partie process, où, encore une fois, pour nous, les meilleurs process sont les plus courts. Dans le sens où l'idée, c'est pas non plus de faire voilà, le plus court possible et de bâcler un peu le recrutement, mais de simplement de se dire que on est sur un marché qui bouge, qui va vite, où il y a des boîtes qui sont capables de recruter en un, voire 2 tours. Voilà, moi, à titre encore une fois, on va dire, en tant que consultant, j'ai des clients qui sont capables de recruter sur un tour. C'est-à-dire qu'ils rencontrent le candidat 2 heures, une première heure où ils font un échange RH humain feeling et la deuxième où ils font un échange technique avec les membres de l'équipe. Et à la fin des 2 heures, ils sont en mesure de me dire bon, bah, on le prend ou on le prend pas. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est un petit peu le type de process qu'on rencontre en startup. Vous en avez, en moyenne, on va dire, c'est une semaine, voire 2 semaines grand maximum pour ce type d'acteur-là. Et encore, au-delà d'une semaine, ça commence à faire un petit peu long. Donc, voilà, à la différence des grands comptes où vous pouvez avoir des fois peut-être un mois de délai entre, voilà, comme je vous dis, le premier entretien et l'entretien final. Ça peut s'étaler sur plusieurs mois. Donc, après, encore une fois, c'est vraiment en fonction de ce que vous visez comme entreprise, mais vous verrez en tout cas qu'il y a vraiment une différence significative entre des process en startup et des process en grand compte. Chaque entreprise a ses process, mais il y a vraiment une différence de culture entre ces deux types d'acteurs-là aujourd'hui. Et donc, du coup, parmi
les étapes qui vous attendent lors des process, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des tests assez, on va dire, classiques dans un premier temps. Donc, si par exemple vous êtes développeur, là je m'adresse surtout aux développeurs, il y aura forcément dans le process une partie technique. Alors, il peut avoir la forme, ça peut avoir plusieurs formes, comme je vous l'ai dit. Ça peut être un simple échange avec le CTO, par exemple, d'une conversation d'1 heure. Ça peut être un test technique sous forme de coding game. Ça peut être un test technique maison envoyé par l'entreprise. Encore une fois, chaque entreprise a son moyen ou ses moyens pour évaluer les candidats. Voilà. Mais ça peut prendre différentes formes, pour le coup, à retenir. Il y aura forcément une partie personnalité, comme je vous l'ai dit, validation RH, human feeling, dans un premier temps. Aussi, on va chercher un petit peu à sonder votre personnalité, vos valeurs, un petit peu votre état d'esprit. Donc, gardez en tête, encore une fois, que ça, c'est aussi les soft skills, comme on dit, aujourd'hui, sont très importantes. Encore une fois, à titre personnel, ça m'est déjà arrivé d'envoyer des candidats qui étaient très bons techniquement chez des clients, où le client me dit bah, écoute Robin, le candidat il est super bon techniquement, par contre au niveau de l'état d'esprit, voilà, on ne le sent pas vraiment dans l'ADN de la boîte, ou on sent qu'il y aura une difficulté d'intégration dans l'équipe. Donc j'ai des clients des fois qui me disent même je préfère quelqu'un qui va mieux s'intégrer dans la boîte et qui est peut-être moins bon techniquement, mais qu'on va pouvoir faire évoluer rapidement, que quelqu'un qui est déjà très bon, mais qui aura du mal à s'intégrer. Donc gardez en tête que les soft skills peuvent vraiment faire la différence parfois, même si vous êtes un peu en échec sur la partie technique. Encore une fois, le côté motivation, le côté proactivité, le côté soft skills, valeurs, etc. Sont aujourd'hui, en tout cas en start-up, des très bons indicateurs pour les recruteurs. Donc, qui peuvent vraiment faire la différence à 2 candidats, on va dire, équivalents. On préférera toujours celui qui a une meilleure personnalité que celui voilà, qui est bon techniquement, mais qui voilà, va poser problème potentiellement dans la future équipe. Et vous avez aussi également de plus en plus de choses. Alors ça, c'est vraiment pour le coup en startup, il y a peu de chances que vous le voyez en grand groupe, mais vous avez tout ce qui est aussi mis en place de process un peu informels. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le dernier entretien final, il se peut que la future boîte vous dise bon bah viens prendre une bière avec le reste de l'équipe, ou alors tiens tu vas déjeuner avec 2-3 membres de l'équipe technique. Ça se fait de plus en plus aussi. Encore une fois, c'est pour vous mettre en situation, pour voir comment vous vous débrouillez dans l'interaction avec les autres, comment vous vous adaptez, comment, voilà, est-ce que vous êtes, quel type de personnalité vous êtes, plutôt introverti, plutôt extraverti, est-ce que vous avez le contact facile, vous êtes bon communicant. C'est toutes ces choses-là qu'on va essayer aussi d'analyser à travers ça, mais le principe, on va dire, le principal objectif dans ces, on va dire, process un peu plus informels de déjeuner ou d'apéritif, etc., c'est vraiment simplement de sentir le feeling avec le reste de l'équipe, en fait. C'est principalement ça l'objectif, c'est de savoir si le feeling passe et si vous allez bien vous entendre. Je vois qu'on a une question, je regarde. C'est pas le moment d'être hangover, effectivement. Effectivement, donc voilà, encore une fois, si vous êtes amené à faire un apéritif le soir, voilà, évitez de vous mettre une caisse, clairement. C'est pas forcément très bien vu, mais voilà, petite anecdote. Mais comment vous serez en tout cas potentiellement amené à avoir ce type de process-là, donc gardez-le encore une fois en tête. Et le dernier point, donc c'est, comme je vous le disais, la différence des pôles métiers que vous serez amené à rencontrer, que ce soit des RH, des commerciaux, techniques, la direction. Ça peut être tout un ensemble d'acteurs. En général, en grand compte, vous avez voilà, plutôt pas mal de strates. Dans un premier temps, vous allez rencontrer la RH. Ensuite, vous allez rencontrer peut-être un membre de l'équipe technique. Ensuite, vous allez rencontrer le directeur adjoint, vous allez ensuite rencontrer le PDG, enfin voilà, plein d'étapes en tout cas que vous n'allez peut-être pas forcément retrouver en startup, où après l'entretien technique, on va vous faire directement rencontrer les associés et les fondateurs. Donc là, encore une fois, on est sur des choses assez rapides. Donc, réussir son entretien, pareil, encore une fois, sur pas mal de conseils qu'on a déjà dû vous donner au cours de vos recherches d'emploi, de stage ou d'alternance. C'est bien évidemment, dans un premier temps, de se renseigner sur la boîte. Encore une fois, les recruteurs chercheront toujours à savoir ce que vous avez appris sur leur boîte. C'est toujours mieux de montrer qu'on s'est renseigné. Ça montre déjà votre motivation, votre intérêt vis-à-vis du projet, et ça donne encore une fois une meilleure image de vous sur l'intérêt que vous pouvez porter à la boîte et au projet. Ne pas hésiter aussi à googliser la personne que vous allez potentiellement avoir en face de vous.
Comme je vous le disais tout à l'heure, les recruteurs googlisent souvent les personnes qui vont rencontrer en entretien, mais ça ne veut pas dire que forcément l'inverse ne peut pas se faire aussi. Plus vous pouvez avoir d'informations sur la personne que vous allez rencontrer, plus vous allez potentiellement peut-être trouver des choses intéressantes. Moi, ça m'est déjà arrivé à titre perso, encore une fois, pour un entretien, de voir que le recruteur que j'allais rencontrer venait de la même école que moi. Bon, bah, tout de suite, ça a permis d'enclencher la discussion sur ça et de créer, on va dire, un lien ou une proximité avec lui. Donc, encore une fois, tout ce qui peut être à votre avantage quand vous trouvez ce genre d'informations est toujours bon à prendre et pour se mettre en valeur. Maîtriser le contenu de son CV, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de pouvoir répondre clairement à toutes les parties qui sont rédigées sur votre CV, que ce soit la partie technique, que ce soit les expériences, les trous dans le CV s'il y a des trous effectivement, la partie expérience, la partie mission, etc. Il faut que vous soyez sur une maîtrise totale de votre parcours et de votre discours. Donc ça, c'est très important. Si on voit que le discours est au total décalage avec le CV, forcément, ça va poser question et forcément, on va essayer de vous titiller sur des petites choses pour essayer de vous tirer un peu les verres du nez. Donc voilà, soyez bien attentifs sur la maîtrise de votre contenu et sur ce que vous affichez sur votre CV. S'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas forcément à l'aise, bah voilà, préparez-le au mieux ou l'indiquez pas forcément sur votre CV si c'est pas, on va dire, d'une très grande importance. Mais en tout cas, ne vous mettez pas dans une position, ne vous mettez pas en difficulté si vous n'êtes pas en mesure de répondre clairement à quelque chose qui apparaît sur votre CV. Ne pas mentir, encore une fois, c'est la base, parce que si le recruteur s'en aperçoit, bah forcément, ça va vous mettre directement, on va dire, en difficulté et donner une mauvaise image de vous. Et quelqu'un qui ment en entretien, forcément, on le recontacte quasiment pas dans la majorité des cas. Donc voilà, encore une fois, attention, être le plus transparent possible, être le plus clair possible dans le discours. Sinon, ça va se ressentir et encore une fois, ça donnerait une mauvaise image. Et le petit plus, c'est qu'une fois que vous avez terminé l'entretien, encore une fois, un mail de motivation, un mail de résumé de l'entretien, etc., sur ce que vous avez compris des missions, etc., et pourquoi vous voyez bien sur ce poste et dans cette boîte-là, c'est toujours plus qualitatif pour le recruteur. Encore une fois, les plus motivés sont souvent voilà, ceux qu'on rappelle le plus. Hop. Les pièges, encore une fois, des choses assez classiques, mais donc arriver en retard, être trop sûr de soi. Encore une fois, comme je vous le disais, les soft skills, l'humilité, être humble, montrer que voilà, on est bon dans ce qu'on fait, mais qu'on a encore des choses à apprendre, plutôt que de dire moi je connais tout et de toute façon j'ai rien à apprendre de vous. Forcément, c'est encore une fois pas le même discours en face d'un recruteur. S'habiller d'une façon inappropriée. Alors encore une fois, là pour le coup. Différence de culture, on parlait tout à l'heure de la différence entre les startups et les grands comptes. Bon, alors en startup, ça ne veut pas dire qu'il faut arriver en claquettes chaussettes ou avec un t-shirt Star Wars, mais en tout cas, vous avez une façon de vous habiller en startup qui est beaucoup plus décontractée que par exemple un grand groupe qui exige souvent des candidats avec un costume, avec une cravate, etc. En startup, on est quand même assez décontracté, donc une tenue appropriée de ville avec un jean, une chemise, voilà, des baskets de ville, etc. sont tout à fait appropriées pour ce type d'environnement-là, mais attention quand même à vous renseigner sur le type de boîte dans lequel vous allez et de bien comprendre la culture de la boîte. Encore une fois, si vous arrivez avec votre t-shirt Star Wars à la Société Générale, il y a peu de chances que ce soit bien perçu, à la différence où peut-être qu'en startup, ce sera peut-être un peu plus pris à la rigolade, ou en tout cas, ça pourra être un risque à prendre. Mais enfin voilà, soyez conscient de la culture de la boîte dans laquelle vous dirigez. Hop. Attention à vos expressions corporelles, bien évidemment, donc ne pas éviter de bâiller, voilà, de s'étirer ou enfin de faire des choses un peu déplacées en entretien, ça semble être un peu logique. Savoir se justifier sur ses prétentions salariales, donc encore une fois, c'est un élément important sur lequel vous serez amené à être challengé durant des entretiens avec des recruteurs qui vous demanderont sur quelle fourchette vous vous positionnez. Renseignez-vous bien avant. Encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet d'Urban Linker pour aller checker l'étude des salaires tech. Mais en tout cas, voilà, sur cette partie-là, ne montrez pas que ne montrez pas que vous êtes mal à l'aise. Sachez répondre en toute transparence, en toute honnêteté. Et si jamais vous vous faites challenger sur cette partie-là, voilà, il ne faut surtout pas, en tout cas, sortir des choses exorbitantes ou des justifications, on va dire, improbables, mais des choses logiques, cohérentes, claires, argumentées. Encore une fois, voilà, seront toujours des meilleurs atouts pour la négociation qu'un simple ressenti sur bah ouais, non, mais j'ai vu que mon collègue il a été engagé à 45K dans la boîte dans laquelle il est, donc moi je demande 45. Non, c'est pas forcément comme ça qu'on fonctionne et c'est pas forcément comme ça qu'on justifie un salaire. Donc encore une fois, ayez des arguments logiques, clairs et cohérents.
Les avantages, les best practices, on va dire. Donc, encore une fois, tout ce qui va être soft skills, montrer que vous êtes souriant, que vous êtes dynamique, que vous êtes positif, ne pas hésiter à prendre des notes pour montrer que le recruteur ne parle pas dans le vent, se renseigner au maximum sur la société, apporter des références, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, sur des précédents stages ou des choses dans lesquelles vous avez déjà été amené à bosser. C'est toujours, on va dire, mieux de présenter déjà même une référence à appeler, puisque ça vous le sera systématiquement demandé maintenant aujourd'hui. En tout cas, nous, en tant que consultants, les clients nous demandent maintenant la plupart du temps des références sur les candidats. Donc, c'est quelque chose qu'on fait souvent et qu'on demande souvent en entretien, nous aussi, avant même d'envoyer le candidat chez le client. Afficher une veille active, que vous êtes renseigné encore une fois, que vous êtes à jour sur les données du marché, sur les technos, l'évolution des langages, etc., ce genre de choses. Apporter des projets perso, encore une fois, pour en remettre une couche. Une attitude positive, comme je vous le disais, mais attention, pas trop décontracté non plus, en mode c'est la fête, c'est super et on est des potes. Et encore une fois, montrer que vous êtes bien renseigné sur le projet, sur ce qui vous attend dans la boîte en question. Donc ça, alors après, ça c'est les fiches, c'est peut-être, on va dire, un peu compliqué de tout résumer encore une fois, parce que les métiers sont assez variés dans la tech et dans le digital. Donc redonne simplement les fiches métiers et les grandes lignes des différents métiers qu'on rencontre nous aujourd'hui en tant que chasseurs de tête dans le domaine de la tech et du digital. Donc le premier, bien évidemment, ça reste la base, c'est le métier de développeur web. Donc, ou même de développeurs logiciels, hein, ça dépend, mais voilà, aujourd'hui, 80% des recrutements chez Urban Linker qui sont effectués dans la tech et le digital sont des métiers de développeurs. Donc après, tout le reste, ça va être, comme je vous le disais, tout ce qui va être créa, donc UX, UI, ça va être également data analyst, data scientist, product owner, product manager, etc. Des métiers un petit peu annexes, mais vraiment le nerf de la guerre, ça restera quand même le développement web en ce qui nous concerne. Hop. Donc, métier de développeur web, pas forcément besoin de représenter. Le métier de PO, donc comme je vous le disais, c'est vraiment quelqu'un qui va intervenir sur les process, l'évolution des projets, celui qui va faire le lien entre la transition entre l'équipe technique et l'équipe marketing, qui va pouvoir traduire, entre guillemets, le besoin marketing au tech. Voilà, c'est pour ça qu'en général, les PO, comme je vous le disais, sont souvent des anciens développeurs, ou en tout cas, c'est beaucoup plus appréciable d'avoir un product owner qui est un ancien développeur qui peut justement comprendre le langage technique et qui peut justement le vulgariser auprès des techs ou le vulgariser auprès de l'équipe marketing et de faire la transition entre les deux. Encore une fois, vous avez toutes ces fiches de métiers-là sont sur notre site internet. Donc, pour les curieux ou pour ceux qui veulent se renseigner un petit peu aujourd'hui sur ce qu'il existe comme métier dans la tech et le digital, n'hésitez vraiment pas à vous rendre sur le site. Ce sera beaucoup mieux détaillé en plus. Là, c'est encore une fois simplement les grandes lignes de la chose. Donc, le métier du X, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va vraiment être basé sur l'expérience utilisateur, notamment quand on développe une application mobile, web ou même un site web tout simplement. Aujourd'hui, voilà, il y a vraiment cette idée maintenant de notion de comment on améliore l'expérience du consommateur sur notre site, sur notre application, pour que ce soit le plus ergonomique possible, le plus agréable possible, le plus instinctif, le plus facile possible d'utilisation. Et que, voilà, en tout cas, le consommateur prenne vraiment cette notion de, on va dire, entre guillemets, même de plaisir à utiliser soit le site ou en tout cas l'application. Donc, il va intervenir sur, par exemple, le UX, où est-ce qu'on place, par exemple, le bouton d'achat, où est-ce qu'on place le panier, comment on organise, comment on schématise un peu la page d'accueil pour orienter la bonne personne, etc. Donc, c'est vraiment autour de toutes ces missions-là, de toutes ces problématiques-là que l'UX va intervenir. Pour vous le résumer, encore une fois, synthétiquement et assez rapidement. Donc, ça va passer par plein de choses. Donc, ça va être de l'animation d'atelier, ça va être du design, ça va être voilà, des définitions d'objectifs, ça va être la création de personas, plein de genres de choses comme ça qui vont permettre d'identifier quel type de consommateur se rend déjà ou utilise l'application et comment on fait pour lui rendre la vie le plus facile possible une fois qu'il arrive sur le produit. Voilà, donc pour la suite des autres métiers, comme je vous l'ai dit, c'est sur le site internet d'Urban Linker. Et sinon, s'il y en a qui ont des questions, eh ben, écoutez, c'est le moment, n'hésitez pas. Merci pour votre écoute. Robin, est-ce que tu pourras me partager la présentation? Oui, bien sûr. Super. Je te l'envoie. Tu l'avais pas reçu par mail déjà?
il faut que je vérifie si elle me l'a attachée, je ne suis pas sûre. Ok, non, non, mais je te la renverrai ou je te la partagerai, y a aucun souci. Super. Est-ce que vous avez des questions pour Robin? Merci en tout cas. Ouais. Super. Bon, bah super. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais dans les conditions. Non, non, mais c'était top. Vas-y, Mathias, dis-nous. Oui, du coup, bah, la question, c'est une question, je pense qu'un peu tout le monde se pose. C'était du coup par rapport à la situation actuelle, donc la crise du coronavirus et tout ça. Comment est-ce que, bah, de votre côté, ça a impacté bah, les recrutements et surtout pour nos types de profils? Et je dis ça parce que j'ai été rapidement en contact avec un cabinet de recrutement un peu comme vous et donc la personne à qui je parlais me disait bah, en fait qu'actuellement il n'avait pas de demande pour des profils aussi juniors que les nôtres, Ouais. mais qu'il en aurait très probablement d'ici 2-3 mois une fois que la situation se sera stabilisée. Et je voulais savoir bah, ton ressenti par rapport à ça. Ok, bien noté, Mathias. Merci pour ta question qui, je pense, effectivement, est bien d'actualité. Alors, globalement, le marché de la tech et du digital aujourd'hui, c'est pas forcément celui qui se porte le plus mal à l'heure actuelle. Bon, bien évidemment, en comparaison de la restauration ou de l'événementiel, voilà, c'est, on va dire, même pas comparable. Mais il faut savoir que, bon, il y a eu forcément eu un ralentissement sur l'activité. Encore une fois, là, je vais donner notre situation personnelle Urban Linker parce que elle n'est pas forcément similaire à d'autres acteurs du marché aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on a constaté, c'est effectivement un ralentissement, forcément, assez fort de l'activité dans un premier temps. Durant les premiers mois, notamment du confinement, hein, voilà, tout ce qui a été mi-mars jusqu'à globalement mi-avril, fin avril, voilà, on a senti qu'il y avait un ralentissement, c'est-à-dire des clients qui nous fermaient des postes parce qu'ils n'avaient pas de visibilité à court moyen terme sur comment ça allait évoluer, même sur leur trésorerie, hein, clairement, en fonction du produit que tu développes. Moi, par exemple, j'ai un client qui est spécialisé dans tout ce qui est la digitalisation événementielle. Forcément, même si son produit il est tech, le domaine dans lequel il intervient, assez compliqué. Donc du coup, c'est vraiment en fonction aussi des projets, mais les annonces du gouvernement, notamment tout ce qui a été les plans de soutien via la BPI, l'annonce des 4 milliards d'euros injectés auprès de l'écosystème, etc., ont quand même rassuré pas mal d'acteurs, ont permis de soutenir quand même pas mal de boîtes. Donc forcément, il y aura un petit peu de casse et il y en a déjà eu un petit peu. Voilà, j'ai plein de postes, moi, que j'avais avant le confinement qui sont aujourd'hui plus d'actualité de la part de certains clients qui ne se sont pas forcément cassé la figure sur les projets, mais qui m'ont dit, écoute, pour l'instant, on préfère économiser un peu la trésor, etc. Il faut savoir qu'en période de crise, le premier budget qu'on coupe dans la boîte, c'est le recrutement. Donc, effectivement, il y aura forcément moins d'offres là dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, même sur de la tech et du digital, qu'il y en avait par exemple au début de l'année. Mais il faut quand même garder en tête que le secteur et le marché se portent quand même plutôt bien. Et que là, ce qu'on constate, nous, c'est que depuis le début mai, même depuis la fin du confinement, il y a quand même une petite recrudescence des offres, notamment on l'a vu sur des nouvelles annonces qui sont parues sur tous les job boards, sur notamment Welcome to the Jungle. À titre informatif, on a pas mal de clients entrants qui sont revenus, c'est-à-dire vraiment des clients qui nous appellent voilà, directement à Urban Linker pour nous dire bonjour, je suis telle entreprise et j'ai besoin de recruter. Donc voilà, tout ça, c'est des petits indicateurs qui nous font dire que ça reprend. Mais encore une fois, attention, je pense que vraiment, vraiment, mon avis personnel, je pense que ça va se décanter plutôt à partir de septembre à la rentrée où il y aura, je pense, à mon avis, dans notre secteur à nous, en tout cas, hein, je parle vraiment de la tech et du digital, hein, je ne parle pas des autres secteurs, je ne suis pas économiste ni prévisionniste sur ce qui va se passer, mais en tout cas, de ce qu'on constate sur le marché tech et digital, je pense que ça va reprendre vraiment tranquillement à partir de la rentrée. Il y aura sûrement des offres d'ici à la fin de l'été, hein. Encore une fois, là, si vous allez sur les job boards, vous allez pouvoir trouver des choses, mais il y en a quand même beaucoup moins qu'il fut un temps. Et on a constaté aussi pas mal de licenciements, bien évidemment, de tout ce qui était les derniers arrivés, notamment dans tout ce qui était société de consulting type ESN, etc. Où là, tous ceux qui étaient en période d'essai, bon, bah, clairement, se sont fait licencier parce que voilà, il fallait économiser de la trésor, encore une fois, quoi. Ok, merci. Je t'en prie. Éventuellement, une question de ma part aussi. Oui, je t'écoute, Benjamin, pas de souci. On avait parlé à un moment donné évidemment, lorsque l'employeur fait une petite recherche sur Internet sur qui on est, peut-être éventuellement au-delà du CV, au-delà de LinkedIn. Ouais.
Supposons qu'on est assez présent sur Internet en ce qui concerne sur une activité autre telle que plus culturelle, alors que Mhm. évidemment nous parlons de jobs beaucoup plus scientifiques, comme Ouais. une activité qui est à la fois hobby peut-être semi-professionnelle en quelque sorte. Mhm. Est-ce que c'est grave si s'ils nous trouvent surtout sur Internet par cette autre activité entre guillemets? Non, 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 rassure-toi. Alors attention, quand je dis que le recruteur va être attentif à l'image que vous avez, c'est, je sais pas, mais c'est si ton compte il est pas forcément privé et que tu as des photos de toi avec tes copains tout nus en soirée avec une bouteille d'alcool, enfin tu vois, on va dire c'est les choses gênantes. Mais là, en l'occurrence, pour toi, si tu as une passion en dehors de la tech, qui est même une activité quasi professionnelle, etc. Non, je pense pas que ce soit vraiment clairement un frein. Au contraire, même si la personne a déjà aussi elle peut avoir un intérêt pour ce que tu fais, ça peut être encore une fois un point d'accroche entre vous, un point commun qui peut mettre en valeur ta candidature. Et encore une fois, ça montre que tu es proactif, ça montre que tu t'impliques dans des choses, ça montre que en dehors du boulot, tu vis, tu as des passions. Et encore une fois, ça te met beaucoup plus en valeur que si tu ne faisais rien, entre guillemets, ou que tu n'aurais pas forcément de choses à présenter. Donc, non, rassure-toi sur le fait que c'est vraiment plus un avantage qu'un inconvénient. D'accord, merci Robin. Je t'en prie. Robin? Oui, Y aller moi aussi de ma petite question perso. Bien entendu, je t'en prie. je suis convaincu d'avoir moi aussi des chances, mais en tant bah, dans votre domaine, est-ce que vous avez eu l'opportunité, pardon, l'occasion de croiser des profils un peu similaires, c'est-à-dire des personnes qui, donc, à l'issue de cette formation, sont en pleine reconversion professionnelle et qui donc n'ont absolument rien à voir avec la tech par le passé. Est-ce que du Ouais. coup, vous avez croisé ces profils et en toute franchise, en termes de proportion, est-ce que vous avez autant de possibilités ou de facilité de leur trouver des entrepreneurs, des entrepreneurs d'entreprise qu'un autre profil qui serait beaucoup plus axé tech Hmm. par la Ouais, je vois tout à fait la question, Teddy. Effectivement, encore une fois, c'est une question qui est plutôt pertinente. Donc, pour te rassurer, moi, durant ma carrière, on va dire ma maigre carrière de recruteur, parce que voilà, je suis pas non plus un senior dans ce type enfin, dans ce job-là, mais j'ai quand même, on va dire, quelques années d'expérience. Mais j'ai rencontré tout type de profil. Et ce que je trouve bien, moi, en tout cas, personnellement, dans tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent dans le recrutement, c'est que, pour te donner un exemple, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des autodidactes. Donc des mecs qui voilà, ont démarré le code de leur côté, dans leur chambre, quand ils avaient 14 ans et qui bidouillaient sur leurs ordinateurs. Et par la suite, ils ont continué à progresser, à apprendre un petit peu par leurs propres moyens. J'ai déjà rencontré des autodidactes qui étaient bien meilleurs que des ingénieurs qui avaient fait Polytechnique ou qui avaient fait Epitech, Epita, etc., qui avaient un parcours beaucoup plus scolaire, beaucoup plus axé tech. Donc j'ai envie de dire, ça dépend vraiment aujourd'hui, et c'est ça qui est bien dans la tech, entre guillemets, c'est que vous avez encore la chance d'être dans un secteur où, même si tu as été, je sais pas, cuistot au McDo pendant 10 ans, et qu'après tu t'es reconverti dans le dev et que tu as 2 ans, et que tu as un super niveau technique, et ben, tu as quand même toutes tes chances de pouvoir être, on va dire, engagé par la boîte en question. Je pense que c'est pas vraiment tant une question de parcours. Alors forcément, quand on envoie un CV au client et que le gars il a fait, je sais pas moi, il a fait Centrale, il a fait l'école des mines et il a 5 ans chez Facebook. Forcément, ça vend plus de rêves que un gars qui a été, je sais pas, manager au McDo et qui a fait une reconversion dans une école, dans une formation accélérée, tu vois. On va dire clairement comme ça. Mais encore une fois, comme je te dis, c'est vraiment assez varié et j'ai déjà envoyé des candidats sur les CV étaient voilà, vraiment atypiques. Il y avait des reconversions où les gens étaient vraiment autodidactes et n'avaient que des expériences ou des projets perso et qui se sont avérés très bons techniquement parce qu'ils avaient une bonne curiosité, parce qu'ils se sont bien formés, parce qu'ils ont montré voilà, des bonnes choses encore une fois sur le fait qu'ils étaient à jour sur les technos, qu'ils avaient bidouillé dans leur coin, etc. Et au final, c'était voilà, beaucoup plus appréciable chez les clients ce type de profil-là qu'un super tueur qui a fait central, mais au final qui bah, a peut-être pas forcément de curiosité, se pose peut-être pas forcément de questions sur ce qu'il fait, voilà, sur les projets, etc. Donc c'est assez varié. C'est assez varié. Et après, effectivement, voilà, c'est encore une fois, dans chaque métier, c'est toujours bien d'avoir un parcours dans ce type de choses-là. C'est-à-dire que si tu t'orientes vers du développement web, c'est toujours mieux, entre guillemets, d'avoir un parcours scolaire
dans cette branche-là. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ça te fermera toutes les portes si tu es un profil reconverti, si tu as de la curiosité, si tu te formes toi-même de ton côté, si tu te renseignes, si tu progresses par tes propres moyens, etc. Encore une fois, comme je t'ai dit, j'ai vraiment vu un petit peu de tout. Et des gens qui n'avaient pas de diplôme, des fois même un petit peu meilleurs que ceux qui en avaient. Donc voilà, j'ai envie de dire, la tech, c'est assez varié, ça va vraiment dépendre de ton niveau. Ça va vraiment dépendre de ton niveau technique. Du coup, quels sont quels sont les types de clients qui sont plus enclins à donner la chance à justement ce type de profil? Bah, en général, franchement, c'est assez varié. C'est-à-dire que, en général, c'est les startups. Si c'est des startups, c'est des startups qui sont déjà bien staffées, qui existent déjà depuis un certain temps. C'est-à-dire que, pourquoi je te dis ça? Parce que, par exemple, demain, tu arrives dans une startup où il y a 5 personnes, où les gars, ça fait 1 an qu'ils ont monté le projet, ils ont fait une première levée de fonds de 200 000, ils sont 5. Forcément, ça va prendre du temps d'engager quelqu'un qui est un peu junior ou qu'il va falloir faire monter en compétences, et ils sont peut-être pas forcément dans une dynamique d'avoir du temps à accorder pour ce genre de choses. Donc je dirais, c'est les startups qui commencent déjà à être 70, 80, où l'équipe technique, tu as déjà 80, tu as déjà, on va dire, 15-20 mecs grand maximum qui sont bien répartis, il y a une bonne organisation, où là les gars se disent, bon bah ok, on a les piliers de l'équipe, il y a Michel qui est lead dev, il y a Bernard qui est CTO, il y a Truc qui est à cette place-là, etc. On peut se permettre de prendre quelqu'un d'un peu plus junior qu'on va pouvoir former parce qu'on a le temps, parce qu'on a le staff nécessaire. Tu vois. Donc, si tu t'orientes vers des startups, je te dirais plutôt des startups qui sont déjà bien staffées. Donc, ça veut dire qu'il faudra que tu te renseignes bien sur la boîte avant, de voir combien ils sont dans la boîte. S'ils sont plus de 50, en général, c'est un bon indicateur. S'ils sont 5, comme je te dis, il y a moins de chances que ta candidature soit pertinente. Et si jamais. Mais attends, excuse-moi. Si jamais ta candidature sera peut-être moins pertinente dans ce type d'environnement-là que par exemple dans un grand groupe où l'équipe technique est un petit peu plus staffée, etc. Merci. Je t'en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Je vais poser une dernière question, un petit peu plus directe en rapport avec Urban Linker. Est-ce Vas-y, que Mathias. ça vaut le coup qu'on s'inscrive sur votre site dans le truc, tu sais, parce que je viens d'aller voir le site du coup, Ouais, trouvez-moi un job. ouais. Bah, est-ce que genre il y aura des opportunités ou est-ce que, enfin je sais pas, tu vois. Bah alors encore une fois, ça va dépendre de ton parcours et ça va dépendre de ce qu'on attend sur toi. Mais effectivement, c'est toujours bien déjà dans un premier temps de pouvoir t'inscrire sur des job boards, sur des choses comme ça, puisque encore une fois, ça va donner de la visibilité à ton CV et à ta candidature. Donc en général, quand tu t'inscris sur notre site internet, nous, ça nous le référence directement dans la base de données et on voit les dernières inscriptions. Donc encore une fois, c'était pas dit que ton profil ne réponde pas forcément à un job qu'on est. Donc effectivement, ça peut être une candidature intéressante pour nous. Après, là, encore une fois, je n'ai pas de la visibilité sur tous les jobs qu'on a actuellement au cabinet pour chaque consultant, donc je ne pourrais pas te dire si là, précisément, ton profil répond à une offre en particulier. Mais ce qui est Bien sûr, sûr, non, je et, disais ça surtout par rapport à ma question précédente où je disais que j'avais parlé avec un autre cabinet où en fait la personne m'avait répondu directement que là en ce moment enfin même sans même me regarder qu'en ce moment ils n'avaient pas de poste de junior quoi. hmm. C'était Ah pour ouais, ça que je non. posais la question. Ouais, ouais, non, 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 ça reste toujours intéressant. Encore une fois, tout ce qui peut contribuer à donner de la visibilité à ton CV, je t'encourage à le faire, même si on te dit que c'est peut-être pas le bon moment ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, tu seras dans la base de données euh, de la plateforme ou du cabinet en question, donc c'est toujours bien, puisque si jamais ils ont une opportunité à terme qui peut être pertinente, eh ben, dans ce cas-là, ils manqueront pas de te rappeler. Et voilà, après, par rapport à ce qui t'a été dit dernièrement sur le fait qu'on ne recrutait pas de juniors, etc. Voilà, j'ai envie de dire, faut pas le prendre non plus pour une généralité, faut pas prendre ça comme acquis. Voilà, comme je t'ai dit, moi, de ce que je vois, par exemple, des offres que je connais de certains collègues, voilà, ça recrute du junior, ça recrute du confirmé, du senior. Enfin, c'est vraiment assez varié. Donc, c'est pas parce que ce consultant de ce cabinet-là t'a dit qu'il n'avait pas d'offre d'ici 3 mois pour des juniors qu'il n'y ait pas forcément d'offres sur le marché actuellement qui peuvent correspondre à ton niveau d'expérience ou ton niveau technique. Donc, il faut se rassurer quand même sur ce point-là. Encore une fois, il y en aura certainement moins qu'il y a 3 mois, c'est sûr. Mais encore une fois, il y a des boîtes qui ont très bien supporté le confinement.
qui ont vraiment pas vu leur activité baisser, même en étant en télétravail ou en étant à distance, etc. Donc, il y a encore pas mal de boîtes qui ont des perspectives de croissance et, encore une fois, qui ont des recrutements à faire. Donc, il y a encore des choses à aller chercher. Ok. Merci. Je t'en prie. Ok, super. Bah écoute, si c'est la dernière question, merci beaucoup Robin. Mais de rien, merci à toi, Morgane, et merci à vous pour votre écoute. Et, je vous enverrai la présentation. Et voilà, n'hésitez pas à aller regarder ce que Urban Linker fait, les suivre sur LinkedIn. Comme ça, vous allez avoir les actualités qui arrivent directement sur votre feed. Exactement. Merci à tous. Merci. Merci Robin. Je vous en prie. Très belle fin de journée à tous. Merci. Merci bien, Robin. Merci. Robin. Au revoir.